Les canéficiers s'épanouissaient, jeunes vifs, jeunes défis. Chaque été torride, ils grimpaient à l'assaut du ciel chaud, bruni, et lui murmuraient « Va te faire foutre ». Bonjour à toutes et à tous, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre tour littéraire de la planète, en espérant que vous partagez mon enthousiasme et mon excitation. Accompagné de Myrine, hi, ainsi que de Rekha, hello viewers, deux booktubeuses passionnées de la littérature, je vous emmène en Inde pour une immersion, pas comme les autres, dans le vieux Delhi. Pour cette première étape, nous allons nous plonger dans le dernier roman de la célèbre Arundhati Roy, Le Ministère du Bonheur Suprême. Comme vous avez pu le comprendre, mon analyse cette fois-ci sera enrichie des points de vue, des commentaires et des réflexions de Myrine et Rekha que je vais d'abord laisser se présenter. hi, this is Myrine from the Literature Snob. I'm a booktuber and bookstagrammer and I'm very excited to participate in Tic Tac Books Literary Planet project. It's a great way to discover new authors across the world. And thank you Sami for inviting me to talk about my favorite Indian author Arundhati Roy. I'm so excited. My name is Rekha Gaikwad and I am participating in Tic Tac Book Adventure of Literary Planet, and I'm very glad that I have been given the opportunity to be a part of it. I have my own YouTube channel where I post book reviews, and it's a very newly started channel, and the name of my channel is my name itself, that is Rekha Gaikwad. Avant d'entrer dans notre œuvre, j'ai demandé à nos deux amis de nous donner une idée du contexte dans lequel évolue la littérature indienne contemporaine. Indian literature is renowned throughout the world for its depth. It has reflected the incredible diversity of India itself. India does not have one literature, that is literature written in one language. We have many literatures and many linguistic cultures or subcultures. We can also see that there is a great deal of cross-pollination in Indian literature. Many notable personalities have penned down their experiences and views about Indian society. Today we have splendid diversity of Indian writings covering both mainstream and subaltern narratives, as well as different genres like romance, comedy, drama, satire, mythology, and many more. Contemporary Indian literature is also becoming a space for transnational dialogue, leading to cultural understanding of human beings of 21st centuries. Some of the dominant themes of Indian literature which has captured the imagination is social realism, feminism, immigration, Indian diaspora, etc. Notre romancière est de renommée mondiale. Son œuvre est appréciée et étudiée partout dans le monde. L'intensité de son engagement, de son combat social et politique rend la situation un peu plus complexe en Inde, où, comme nous l'a expliqué Rekha, il coexiste plusieurs communautés, plusieurs cultures, plusieurs littératures. Voilà pourquoi j'ai demandé à Myrine de nous donner une idée de la réputation, de la réception des différentes communautés par rapport à cette œuvre que nous voulons étudier aujourd'hui. Arundhati Roy's reputation in India is a question that gets asked often by international readers. She's not just somebody who writes books, she's also a journalist and she writes extremely critical articles about India. She's very strongly opinionated and she has an international audience. So for that reason, a lot of people in India do not like her because the foreign world reads her so much. But there are people like me who really enjoy reading her work because she writes for the people, she writes for the lower sections of society, she writes for minorities and basically how people are treated in India. So, opposite views, you can say. Le Ministère du Bonheur Suprême est un roman de 525 pages qui compte 12 chapitres. Il serait assez difficile de cerner cette œuvre dans un résumé. L'auteur, à travers une intrigue très complexe, nous raconte des vies. Le lecteur suit les péripéties de toute une mosaïque de personnages, certains entièrement investis dans des luttes politiques, et là Arundhati Roy passera en revue les massacres systématiques des musulmans ainsi que la chasse aux Adivasis. D'autres personnages, plus nombreux, sont pris dans l'engrenage d'une quête identitaire, d'abord intérieure en ce qui concerne les hijras, dont fait partie Anjum, et qui sont des hermaphrodites,
perdu entre l'homme et la femme qui sont en eux. Et puis il y a une quête identitaire en relation avec l'origine. Et nous retrouverons ici des personnages à califourchon entre l'Inde et le Pakistan, le sud et le nord de l'Inde, ou entre les différentes castes. I would say both the books, God of Small Things and Ministry of Utmost Happiness, would aptly and accurately fit under transgressive literature, although a lot of people like me recommend her as a contemporary classical Indian author. So when somebody asks what's a book I can read about India, Arundhati Roy is a name that comes to mind, but after reading those books you will realize they fit better in the transgressive literature category because of how the characters are and what happens in the end and how they live their lives, etc. And the consequences, obviously. Par son choix d'une hijra, une hermaphrodite, Anjum, comme personnage principal, Arundhati Roy met en lumière un paradoxe qui existe dans la société, dans les différentes sociétés et communautés indiennes. C'est-à-dire que autant Anjum sera présenté comme d'une espèce sacrée à protéger, à préserver, autant elle subira les railleries et les insultes dès qu'elle entrera en confrontation avec la rue. So this is a question I get asked as an Indian, regardless if somebody has read Arundhati Roy or not, is what is the status of intersex people and transgendered people, hermaphrodites, etc. in India? You will be surprised to know that their existence in Indian society is dated from Mughal Empire all the way to now. So our parents, grandparents, us, we are fully exposed to their existence in the population. You can see them in public. It's not an uncommon sight. But for the longest time, they lived in poverty because they couldn't access good education or they were not allowed to apply for good jobs. However, all of that is changing. Legally now, they can write civil service examinations. They can apply for good universities, they can become doctors, they can become engineers, etc. It is slowly changing, but it is changing definitely for the better. Rekha, se trouvant au cœur même de cette société et pouvant donc répondre avec davantage de pertinence quant au degré de fidélité à la réalité de ce roman, je lui ai demandé de nous donner son avis. As I have told you before that Arundhati Roy is more concentrated on penning down political issues. So of course her series of subjects are reflecting social and political issues. Pour ce qui est de l'écriture d'Arundhati Roy, disons qu'elle a un style très imagé. Et parmi ces images, c'est surtout la métaphore animale qui revient. Et plus encore, celle de l'oiseau. Et on retrouvera toute une multitude d'espèces qui seront citées dans cette œuvre, donc les pigeons, les moineaux, les corbeaux, les perroquets, les perruches, les canards, plein d'oiseaux qui auront différentes consistances. Dans certains cas, il s'agira réellement des animaux, et là nous retrouvons une sorte de réalisme magique, notamment avec la métaphore d'un corbeau qui aurait été coincé dans le ciel, et puis donc nous retrouvons cette technique de rhétorique d'Arundhati Roy qui consiste à développer un réalisme magique et à le casser après pour ramener le lecteur à la triste réalité. Et puis dans un autre côté, nous avons des oiseaux qui sont utilisés tout simplement pour envoyer à des personnages. Je prends l'exemple des perroquets safrans qui sont en réalité les hindous extrémistes violents qui massacrent les musulmans, qui seront appelés de la sorte tout au long du roman. Et puis les perruches qui sont parfois utilisés pour renvoyer tout simplement aux petites gens qui vivent dans un cimetière, aux pauvres qui évitent les problèmes. Roy applies traditional as well as innovative techniques to build a story which reflects Indian consciousness. Roy, in order to narrate her novel, uses literary devices like metaphors, repetition of words in her writings. The content of Arundhati Roy's writing basically focuses on feminist perceptions, post-colonial dimensions, politics, literary tourism, and her Indianness. Entre les longs passages narratifs, qui d'ailleurs préservent un bon équilibre entre la phrase longue et la phrase courte, nous retrouvons de brefs dialogues, mais également parfois des pages entières de journaux ou des textes qui auraient été repris des réseaux sociaux, comme des blagues, etc. Bien que ces différents éléments pris des réseaux sociaux et rapportés dans le texte restent assez rares, ils ont tout de même une importance capitale. Ils sont souvent utilisés dans les échanges comme argument entre les personnages et ils peuvent faire naître la foi dans le cœur d'un personnage comme provoquer un mariage
Vous le découvrirez en lisant le texte. Et le lecteur peut être intrigué par ce comportement qui semble tout à fait inapproprié. Mais je pense que l'auteur, Arundhati Roy, a justement voulu mettre l'accent sur l'importance que sont en train de prendre les réseaux sociaux dans la vie des gens, notamment en Inde. Ce qui peut également interpeller le lecteur, et qui m'a interpellé moi-même à titre personnel, c'est la manière dont les personnages investissent l'espace, et où il n'y a aucun interdit, une sorte d'ouverture des possibles plus large, qui existerait dans la société indienne. Pour illustrer mes propos, je vous donne l'exemple de cette indienne bourgeoise qui décide tout à coup de se coucher sur une tombe pour piquer un somme après avoir pleuré, ou d'autres personnages qui prennent la rue comme scène de théâtre et qui arrivent à se coucher par terre. C'est par ces comportements typiques que l'auteur nous transmet justement l'atmosphère indienne. Ce texte de toute beauté d'Arundhati Roy est donc plein de qualités, mais si je devais également évoquer ce qui ne m'a pas plu, je commencerai par dire qu'il y a, à mon avis, un problème de cohérence entre la description et les actions de certains personnages, qui sont dans leur description décrits comme par exemple étant des personnages matures, et puis dans leur comportement se comportant comme des enfants. Ce que je peux ajouter, c'est que la complexité de l'intrigue a parfois créé aussi une faiblesse de cette dernière qui, dans certains chapitres, faisait que le livre me tombait un peu des mains et il ne m'accrochait plus. Toujours par rapport à cette complexité de l'intrigue, disons que le lecteur peut être parfois confronté à un problème de mémoire. Pas parce que le roman fait plus de 500 pages, mais parce que justement, parfois ça part un peu dans tous les sens, et si on n'est pas habitué au nom indien, en plus de ça, si on n'est pas habitué à ce type de nom, on risque de se perdre très vite et on sera dans l'obligation de revenir et de relire des dizaines et des dizaines de pages si on veut terminer en ayant compris l'intrigue évidemment. Nous arrivons au terme de cette vidéo, de cette première étape de Planète littéraire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier Reka et Myrine, sans lesquelles cette vidéo n'aurait pas été possible. Elle n'aurait en tout cas pas eu cette qualité et cette richesse de contenu. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à leur chaîne que je vous mets en description pour les encourager. Je tiens également à remercier Lydia, qui m'avait offert ce magnifique roman il y a 2 ans de cela. Sur ce, merci à tous et au revoir. Thank you so much. Goodbye. Thank you once again for having me, Sami. Bye bye. Oh wait, hi.